Marie-Pierre, on le dit depuis le début de l'émission, à quel point l'intelligence artificielle bouleverse nos vies, dans le moindre détail de notre quotidien et un peu plus. Parce que même quand on pense à la mort, il y a de l'intelligence artificielle. Oh oui, on peut dire qu'elle va changer notre mort un peu comme elle change déjà un peu nos vies, parce qu'elle nous fait une promesse qui est quand même assez spectaculaire, la promesse de l'immortalité. C'est pas rien, c'est un vieux rêve de l'humanité. Un ça. vieux rêve scientifique, probablement la plus grosse promesse de la science, hein? Nous tripatouiller les gènes pour nous rendre immortels, nous cloner pour nous rendre immortels, nous entreposer dans de l'azote liquide à moins 196 degrés à notre décès pour nous rendre immortels. Et là, avec l'intelligence artificielle, on peut dire qu'on est plus près du but que jamais, même si cette immortalité-là, on s'entend, elle est totalement illusoire. Oui, pour l'instant, mais à quoi elle ressemblerait, cette réalité, cette immortalité? Bien, ressemblerait, on n'a même pas besoin de parler au conditionnel parce que ça se fait pas mal déjà. On parle, c'est pas encore très déployé, mais la technologie existe. On parle en gros de créer des robots conversationnels, donc les fameux chatbots, à l'image d'une personne qui est décédée, pour éventuellement pouvoir avoir des discussions avec elle après son décès. OK, donc la personne décédée sous les traits du robot conversationnel. Exactement. Carrément. Ça peut seulement un clavardage. Ouais, On c'est peut ça. rajouter différentes possibilités jusqu'à avoir une représentation visuelle. Mais donc, par exemple, Microsoft a annoncé en juin dernier qu'ils avaient déposé un brevet pour justement un logiciel qui promet de, en quelque sorte, réincarner une personne décédée en son soi virtuel. Il y a aussi Amazon qui est en train de développer avec Alexa, son assistante virtuelle. En gros, ce qu'on pourrait lui faire faire, c'est de lui faire lire une histoire avec la voix de n'importe qui. Alexa, can Grandma finish reading me The Wizard of Oz? On en a pas mal parlé ces dernières semaines à l'émission. C'est une technologie qui, a priori, ne servait pas à faire parler une personne décédée. Mais là, ça se développe avec de plus en plus de... Ça reproduit de plus en plus fidèlement la voix des personnes. Hein, c'est Exactement. Et dans la démo qu'on pouvait voir, c'était une grand-maman qui lisait une histoire à son petit-fils. Bon, a priori, c'est ça qui est ça, une histoire lue par une grand-mère, peut-être décédée, mais on imagine jusqu'où tout ça pourrait aller éventuellement, jusqu'à avoir une conversation avec grand-maman qui est au ciel. Si on ajoute le visuel, là, on a littéralement, on peut pratiquement l'avoir devant soi. Donc, on imagine facilement jusqu'où tout ça peut aller, puis ça fait un petit peu peur. Pour se le visualiser comme il faut, là, j'ai déniché une vidéo qui est vraiment très troublante. 엄마 어디 있었어? 엄마 내 생각했어? 맨날 나는 해. 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 너 보고 싶었어. C'est un documentaire coréen qui s'appelle Meeting You. Et on peut voir, c'est une maman dont la petite fille est morte à l'âge de 7 ans d'une maladie. Puis elle est morte de façon très, très soudaine, là, quelque chose comme une semaine après le diagnostic. Donc cette mère-là s'en voulait un peu de ne pas avoir pu faire ses adieux à sa fille comme elle aurait souhaité le faire. Et donc, l'équipe de ce documentaire-là a organisé une rencontre virtuelle entre la mère et sa fille décédée. C'est particulier, ça. C'est très difficile à regarder. Puis on s'entend, là, ça a été fait en 2020. Donc, d'un point de vue strictement technologique, ça fait une éternité. Ben oui, là. ça a changé pas mal depuis. Là. Voilà, donc le tout là, de niveau réalisme, tout ça, c'est pas du tout au point. Mais quand même, ça donne un aperçu d'à quoi tout ça peut ressembler. Puis cette femme-là a dit que ça l'a quand même aidé à pouvoir là, dire une dernière fois au revoir à sa fille. Donc là, Marie-Pierre, tu nous parles d'exemples qui datent quand même de 2020. Est-ce qu'il y en a des plus récents qui vont dans le même sens, avec un plus grand raffinement? Oui, qui tire peut-être plus profit Exactement. de l'intelligence artificielle. Ouais. Il y en a plein, on a vraiment l'embarras du choix. Un qui avait fait beaucoup parler, c'est celui d'un jeune homme dont l'amoureuse était décédée. Elle s'appelait Jessica. Il a utilisé une technologie qui s'appelle GPT-3, donc en quelque sorte l'ancêtre de
ChatGPT qui fait énormément jaser lui aussi ces temps-ci. Et donc, il a créé une Jessica virtuelle qu'il a alimentée là, avec des publications qu'elle avait faites sur les réseaux sociaux, des discussions privées entre les deux aussi, donc quand même pas mal d'informations à son sujet. Et il a commencé à clavarder avec cette fausse Jessica-là. C'est du texte, là, c'est ça? C'est seulement du Ouais. texte. Et ils ont passé des heures à discuter. Et ce qu'il disait, c'est que vraiment, cette Jessica virtuelle disait le genre de choses que la vraie Jessica aurait dites, de la même façon qu'elle les aurait dites. Donc, il passait beaucoup de temps à parler avec elle. Et ce programme-là était conçu de telle sorte que, un peu comme dans la vraie vie, il y a une longévité déterminée. Donc, par exemple, on se le fait dire, quand il était rendu à 55 là, il a commencé à se poser des questions, à plus trop vouloir parler longtemps avec elle parce qu'il ne voulait pas que ça finisse, qu'elle finisse par mourir, parce qu'à 20 là, c'était fait pour que l'avatar commence à être un peu confus. Ah oui, ben oui. C'est vraiment comme une mort numérique. Après la mort réelle. Après la mort réelle. Et lui s'est dit que, bon, il était prêt à la laisser aller, ce qu'il a fait. Il s'est dit, je ne vais pas recréer d'autres Jessica. Apparemment que ça l'a aidé dans son processus de deuil. Mais on voit tout de suite là, le potentiel de dérive à partir du moment où on veut soutirer toujours plus d'argent à la personne qui voudrait garder perpétuellement en vie la personne qu'il a tant aimée. Donc, il y a quelque chose, là encore, d'un petit peu ish là-dedans. On s'entend aussi que pour que ça fonctionne, il faut avoir quand même laissé quelques traces numériques de son vivant. Et c'est pas tout le monde qui en laisse des traces. Ben non, exactement. Ça va être plus facile de créer quelque chose comme ça à partir d'un jeune millénial qui publie toujours sur les réseaux sociaux, qui utilise beaucoup les messages textes, que par exemple avec des gens qui sont morts depuis plusieurs années et qui ont à peu près laissé aucune trace numérique. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est de nous inciter à prendre soi-même les devants de notre vivant. Et il y a différents services qui permettent de le faire. Par exemple, l'application Hereafter. Ça a été inventé par un homme qui s'était lui-même créé son propre dadbot. Son père décédé d'un cancer, un peu le même genre d'histoire avec lequel il s'était mis à discuter de cette façon-là. Il a créé son application et c'est vraiment ça le principe, là. Quand on est vivant, on doit soi-même répondre à un maximum de questions, fournir le plus d'informations possible pour se créer un genre de jumeau virtuel qui va survivre à notre décès et avec lequel nos proches vont pouvoir continuer à discuter. Ensuite, quand on parle de deuil, c'est un processus qui est complexe, qui est difficile pour bien des gens. Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut nous aider sur le plan thérapeutique? Est-ce que les spécialistes, les experts, Marie-Pierre, se sont prononcés là-dessus? J'ai animé une table ronde sur ce sujet-là en novembre dernier au Musée de la Civilisation. On avait différents spécialistes qui échangeaient sur le sujet, dont une spécialiste du deuil, l'anthropologue Luce Desaulniers. Et ce qu'elle nous disait en très résumé, c'est que ce genre de technologie-là nous garde rivés dans le passé. C'est comme si ça figeait le deuil en quelque sorte. Et elle disait aussi que toutes les recherches qui se sont penchées là-dessus concluaient que c'était un poison, c'est le mot qu'elle a employé. Ah oui, littéralement. Oui, ouais, même si sur le coup, ça peut sembler faire du bien. Là, il y a des questions légales qui se posent là, sur est-ce qu'on peut, dans quelle mesure on peut entreposer, entre guillemets, le parcours, la vie, l'identité d'une personne de façon illimitée comme ça? Bien, ces questions-là se sont posées. Il a fallu se les poser quand, par exemple, on a pris des acteurs d'Hollywood pour jouer dans des films après leur décès. Je pense entre autres à Carrie Fisher qui a interprété la princesse Leia grâce à des hyper-trucages dans Star Wars. Bon, les questions juridiques, c'est géré État par État aux États-Unis, mais de manière générale, les héritiers ont leur mot à dire, à savoir si oui ou non on accepte que tel acteur puisse jouer dans un film après son décès. C'est un peu surréaliste à dire, mais c'est ça. Ça, c'est à Hollywood, mais pour le commun des mortels, au Québec, là, on peut dire qu'on est en territoire Inconnu. pas très balisé, en tout cas. c'est ça. Tous les notaires ne sont pas des spécialistes de l'intelligence artificielle et de la protection des données. Donc c'est vraiment ça, là, pour l'instant, c'est un flottement générationnel, pourrait-on dire, un gros flou. Et puis un autre élément qu'on ramène beaucoup depuis le début de cette émission, c'est à quel point c'est pas tout à fait à point tout ça, là. Ça évolue constamment à un rythme effréné.
Il y a des questions qui demeurent très hypothétiques, mais pas pour longtemps, Marie-Pierre. On voit à quel point tout ça progresse à la vitesse grand V. On n'a aucun mal à croire aujourd'hui que ce réalisme-là, qui n'est pas tout à fait au point aujourd'hui, bien, il le sera dans pas très longtemps. Et c'est un réflexe tellement humain que quand on perd quelqu'un qu'on aime, de vouloir s'accrocher, de vouloir la garder vivante dans notre esprit, que ce soit à travers, on l'a fait de tout temps avec des photos, des écrits, des vieux objets. C'est normal, c'est naturel. Puis oui, ça fait du bien, ça fait partie du processus de deuil. Maintenant, est-ce qu'on peut en vouloir? C'est certain que les gens vont être tentés d'y aller avec un petit niveau de plus en matière de réalisme. Et il va falloir se poser ces questions-là, à commencer vraiment par la question fondamentale, est-ce que tout ça risque pas de nous faire plus de mal que de bien?